je pense qu'il y a encore quelques retardataires, mais je vous propose que nous reprenions donc nos travaux. Et je vais vous présenter brièvement donc Marco Casagrande. C'est pas facile de présenter Marco Casagrande parce que c'est une démarche très transgressive. Marco est un artiste, un chercheur, un enseignant et un théoricien. Et c'est en outre, il va vous présenter une recherche qui est en train de se faire. Donc, il est dans un processus qu'il va arrêter aujourd'hui à cette étape, mais nous sommes devant un personnage qui poursuivra ses travaux bien au-delà encore de l'année qui nous réunit cette année. Donc Marco Casagrande, comme son nom l'indique, est finlandais. Il exerce entre Taïwan et Helsinki, où il réside. Il mène une recherche théorique sur ce qu'il nomme aujourd'hui la ville de troisième génération. Il vous expliquera ce que ça veut dire pour lui. Et cette recherche, il l'amène en liant bien sûr l'architecture, mais il lie l'architecture avec les sciences humaines, la phénoménologie, c'est un élève de Juhani Palasma pour les amateurs, et les sciences de l'environnement. Et c'est une recherche qu'il associe très étroitement à l'expérimentation, par le fait qu'il est aussi professeur et que donc la plupart de ces actions expérimentales sont menées dans le cadre de Student Workshop. On a vu beaucoup de Student Workshop aujourd'hui, je crois que ce n'est pas par hasard. Je pense que c'est une pratique qui est en train de modéliser quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de la recherche appliquée dans les universités et les écoles d'architecture, et qui existait peu. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pour les questions après. Donc, Marco Casagrande va nous exposer sa recherche, peut-être par les étapes successives par lesquelles il est passé. Je veux juste préciser, avant de lui donner la parole, que la première théorie qu'il a mise au point il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, de l'acupuncture urbaine, il va vous expliquer, se dissémine beaucoup dans le monde en ce moment, auprès des étudiants. Elle se dissémine en rhizome, elle est radicante, dirait Yana, parmi les nouvelles générations. C'est un modèle de morphologie. C'est une façon d'innover par un processus progressif, mais savant, plutôt, pour paraphraser Jan Gehl, que par la dictature des plans directeurs. Donc je donne la place à Marco Casagrande, dont j'ai pas beaucoup éclairé le profil, mais il va le faire. Voilà. Marco ? Bonjour à tous et je vous salue au nom de la Finlande. Je viens du nord de la Finlande, d'un petit village de Laponie où il n'y a qu'une seule route, qui n'est traversée que par une seule route. Mais en fin de compte, je travaille sur des grandes villes comme Taipei. Cette approche des villes, je crois, est néanmoins liée au lieu où je suis né et où j'ai grandi. Alors nous avons un petit studio multidisciplinaire qui est à la fois basé à Helsinki et à Taïwan. En 2003, le gouvernement de la ville de Taipei m'a invité à faire des projets de restauration écologique de la Taipei urbanisée. Et le gouvernement de la ville m'a donné beaucoup d'informations à propos de la ville. En fait, j'ai trouvé que Taipei, c'était une ville très intéressante. Et ce qui était intéressant, c'était de voir la façon dont les gens utilisaient la ville. Mais les données officielles qui m'ont été remises étaient totalement inutiles. La ville, Taipei, était un peu considérée comme une machine, comme quelque chose de mécanique. Et on y parlait, dans les informations qu'on m'a données, on se gardait bien de parler de marché de nuit. Tout cela avait été omis. Ce qui fait que ça ne m'a pas servi à grand-chose. Et puis, un professeur de Taipei m'a fait visiter la ville. Et là, j'ai découvert toutes sortes de choses non officielles. J'ai visité des temples, j'ai vu la façon dont vivaient les gens, leur utilisation plus nomade de la ville. Et on m'a notamment amené sur cette colline du trésor, Treasure Hill. C'est 500 maisons, un habitat assez clandestin.
Et à l'époque, à vrai dire, on était en train de détruire ce quartier. Il y avait des gens qui vivaient là depuis une soixantaine d'années. Et alors que j'essayais de comprendre la façon dont ils vivaient là, j'ai compris que cet habitat clandestin comportait précisément les éléments que je devais soumettre pour cette restauration écologique urbaine. Par exemple, ces gens, ils compostaient leurs déchets organiques pour faire de l'engrais, parce qu'ils pratiquaient le maraîchage, en fait. Les inondations ne leur posaient pas de problème, alors qu'à Taipei, cela posait un problème. Pour eux, ces crues étaient normales. Ils filtraient leurs eaux sales par une gravimétrie et ils utilisaient de l'eau à peu près claire pour la ferme. Ils utilisaient un tout petit peu d'électricité, ce qui fait que ne gênait pas trop. Mais ils volaient aussi l'eau, pas que l'électricité, mais en petite quantité également. Donc on peut dire que c'était un quartier durable et assez bien équilibré. J'ai donc décidé de changer du tout au tout le programme qui avait été prévu pour moi à Taipei. J'ai décidé que Treasure Hill devait vivre et devait en fait constituer un exemple. Voilà les 400 maisons ou 400 logements. Quand je suis arrivée, les trois premières terrasses, avaient déjà disparu. Après avoir supprimé ces trois rangées de maisons, les machines les plus lourdes n'ont pas pu monter plus haut sur la colline. Et donc la ville a décidé d'interdire la circulation entre les maisons en détruisant les escaliers, les passerelles, les ponts, ce qui fait que la circulation dans ce quartier organique s'est trouvée interrompue. Et on a bien entendu détruit les petites exploitations, les petites fermes. Donc, très simplement, j'ai décidé d'inverser le processus. Et j'ai commencé à rétablir les liens, les connexions entre les maisons. Bon, je n'avais pas beaucoup de ressources humaines à ma disposition, et pas beaucoup de matériaux de construction, et je disposais de 3 semaines pour faire tout cela. Donc, j'ai commencé avec 2 universités locales. J'ai expliqué aux étudiants ce que je voulais faire, et certains se sont portés volontaires pour m'aider. À la fin, j'avais 200 volontaires étudiants et professeurs. Pour ce qui est des matériaux de construction, mais il y avait un site de construction d'un pont à proximité de Treasure Hill. Donc, nous avons envoyé des très jolies étudiantes taïwanaises sur le chantier, expliquer quel était leur projet. Et les ouvriers ont commencé à voler du matériel, des matériaux de construction pour nous. À peu près 5-10% de tout ce qu'ils avaient, nous l'avons obtenu. Et donc, petit à petit, nous avons commencé à construire. Et les gens, bien sûr, les habitants, nous aidaient. Et il y avait tellement d'énergie chez les jeunes étudiants et chez tous ces volontaires que la rumeur s'est répandue dans la ville. Les villes, comme vous le savez, sont très sensibles aux rumeurs. En fait, on pourrait construire des villes entières sur la rumeur. Mais bon, la rumeur a commencé à se répandre et les gens sont venus voir ce que nous fabriquions sur Treasure Hill. Et eux aussi se sont portés volontaires pour nous aider. Ensuite, les médias se sont intéressés à nous. Ils se sont dit, oh là là, voilà, tout le monde y va, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont commencé à faire des articles sur notre travail. Et quand les médias sont après les médias, qu'est-ce qui vient nécessairement? C'est les politiciens qui ont commencé à venir. Donc ce même gouvernement de la ville qui, 15 jours plus tôt, avait décidé de tout démolir, est venu poser. Le maire également est venu avec des équipes de télévision. Le commissaire Lia du département de la culture est venu faire un discours pour dire que c'est précisément ce pourquoi on m'avait invité à Taipei.
un mensonge éhonté, entre nous soit dit. Mais bon, les choses, on mûrit, si vous voulez. Alors, et c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un pur accident, mais souvent les accidents ont plus de force que la maîtrise, que vouloir maîtriser les choses. Donc nous avons commencé à discuter sérieusement et à réfléchir comment tout cela pouvait devenir légal, parce que c'était des maisons autoconstruites, les gens n'avaient respecté aucun code de la construction, aucune norme, et bon, administrativement, il fallait quand même quelque chose pour ces maisons qui avaient été construites 60 ans plus tôt. Donc la seule façon de légaliser les choses, c'était de transformer ce quartier, d'en faire une œuvre d'art public. Donc le gouvernement de la ville m'a demandé de faire de ce quartier une œuvre d'art public. Et cette œuvre d'art public, c'est Treasure Hill, qui est maintenant devenu un lieu légal parce que c'est devenu une œuvre d'art public. Donc, je travaillais là, comme je vous l'ai dit, et j'ai commencé pour la première fois à réfléchir à cette notion d'acupuncture et comment cette notion pouvait l'appliquer à des villes. Parce que quand nous travaillions sur place, c'est vrai que on pouvait faire la comparaison avec une aiguille d'acupuncture. Et nous avons commencé à réfléchir à ce que voulait dire cette idée d'acupuncture ponctuelle, comment des interventions ponctuelles dans les villes peuvent avoir un impact très fort et peuvent débloquer en fait des flux d'énergie pour toute la ville. Et puis une université, l'université de Tamkhan, s'est très intéressée à cette théorie, à tel point qu'ils m'ont offert un poste. Donc, nous avons continué à développer cette réflexion sur l'acupuncture urbaine à Taipei. Et par le biais de cette réflexion, parce que si vous voulez, l'acupuncture urbaine, ça a pour but de guérir une ville par des interventions ponctuelles. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir à ces villes de la troisième génération, la façon dont les villes industrielles peuvent devenir des ruines et retourner à l'état naturel, pour ainsi dire. Alors, Treasure Hill, c'est une communauté matriarcale, comme beaucoup de communautés qui pratiquent le maraîchage. Donc, ces maraîchers qui travaillent donc en ville, ce sont en fait des grands-mères anarchistes qui dirigent tout. Voilà Madame Chen. Elle a 80 ans, 86 ans, qui a toujours vécu avec le fleuve, disons. Et elle se souvient parfaitement de la façon, des crues qu'il y a eu, des années où les choses se sont passées, tout cela en relation avec le fleuve. La ruine, c'est lorsque l'œuvre humaine est redevenue naturelle. Nous essayons donc de concevoir des ruines à l'échelle naturelle, à l'échelle architecturale, et à l'échelle urbaine. Alors après Treasure Hill, j'ai donc travaillé avec l'université de Tamkhan, mais toujours à la demande du gouvernement de la ville de Taipei, et toujours en matière de restauration écologique. Mais à Tamkhan, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, il m'est apparu clairement que l'architecture en tant que discipline ne pouvait suffire et qu'il fallait envisager une approche multidisciplinaire, faire intervenir la sociologie, la biologie, l'anthropologie, etc. Mais je me suis rendu compte également, où je me suis dit que les universités, c'était peut-être pas l'endroit le plus facile parce qu'il y a des rois partout, des rois de leur discipline qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. Difficile de faire travailler les sociologues avec les architectes, etc. Alors, nous nous sommes dit qu'au lieu de travailler au sein d'une seule université, il était peut-être préférable de mettre en place une plateforme académique plus libre qui n'appartiendrait à aucune université. Ce serait une espèce de table ronde ouverte
où il serait plus facile de se rencontrer et de communiquer. Et donc, nous avons créé l'Académie de la ruine, qui est au cœur de Taipei, qui occupe 5 étages d'un immeuble. Nous avons commencé par abattre tous les murs et toutes les fenêtres pour conserver l'ossature, disons. Puis nous avons commencé à percer des trous partout pour qu'il puisse pleuvoir à l'intérieur, pour qu'il y ait de l'eau, du sol, de la lumière, afin que les choses puissent commencer. Alors, à l'Académie de la ruine, il y a des endroits où il ne pleut pas partout et où on peut dormir. C'est un peu comme un squat académique, un squat universitaire. Et puis, le gouvernement de la ville nous a confié différentes missions multidisciplinaires, et là nous pratiquions la recherche, nous pratiquions différentes activités multidisciplinaires. Le rez-de-chaussée a été supprimé pour qu'on retrouve le sol d'origine. Il y a du sol, quoi. Le sol. S'il pleut, on peut toujours se réfugier dans un endroit plus sec et il n'y a pas de fenêtre, comme je vous le disais. Et on a utilisé des bambous pour empêcher l'eau de pénétrer, notamment lorsqu'il y a des orages. Il y a un jardin au bout de la pièce, un jardin maraîcher, d'ailleurs. Voilà l'endroit où dorment les étudiants. Et nous utilisons des modèles parce qu'il nous faut parler avec les voisins, les habitants du quartier, avec le gouvernement de la ville. Nous utilisons des modèles, nous montrons aux habitants du quartier ce que nous voulons faire. Ils nous donnent leur avis, que nous écoutons. Un feu à l'intérieur. Et au 5e étage, il y a un sauna public. C'est le meilleur sauna du Pacifique. Ces arbres sont sans doute notre plus grande source d'inspiration lorsque nous nous posons la question de la ville de 3e génération. Ça, c'est un bonsaï urbain qui est parti d'une fissure dans la façade et qui sait exactement jusqu'où il peut aller en taille. Il sait très bien que s'il devient trop grand, le vent va le balayer et le fera tomber. Donc il s'autorégule. Cet arbre utilise l'architecture comme plateforme de croissance. Et voici son grand frère, qui a 5 étages de haut, avec des racines qui ne touchent pas le sol, qui rentrent à l'intérieur du bâtiment. Et nous avons demandé à un ingénieur de suivre les racines pour voir où elles vont. Et en fait, l'arbre a développé 2 systèmes de racines, les unes pour la structure qui rentrent dans le bâtiment et qui soutiennent finalement. Et le second système radiculaire, il va dans les égouts. Donc, il a envoyé des racines dans les égouts, cet arbre. Et donc, il a une idée très précise Il utilise en fait les maisons pour grandir, enfin les déchets des maisons. Et cet arbre donc ne pourrait pas se développer sans les humains, sans les gens. Les gens qui vivent dans la maison ont eu très peur quand ils ont appris où allaient les racines, en se disant qu'il fallait abattre l'arbre. Mais lorsque l'ingénieur de construction a dit que si l'arbre mourait, les racines étaient tellement enfoncées, tellement profondes que lorsqu'elles se dessécheraient, les maisons s'effondreraient. Il fallait absolument que cet arbre reste en vie. Et donc, les gens se sont bien rendus compte que l'arbre ne pouvait pas disparaître. Et voilà donc ce que j'appelle la 3e génération, où il y a une architecture mêlée à la nature et où la nature utilise l'architecture, utilise nos bâtiments et nos constructions.
Alors ça peut aussi se produire à l'échelle urbaine. Je crois que la seule loi de la nature, c'est l'existence au maximum. Et voilà comment est-ce que les gens font face à la même chose, comment est-ce qu'ils ruinent la ville de Taipei avec beaucoup de jardins communautaires, de fermes urbaines. Ça, c'est la terre la plus chère à Taipei. Vous voyez, il y a 3 banques qui se battent pour ce terrain depuis des années. Et en fait, c'est tellement cher que personne n'arrive à le contrôler. Comme c'est vacant, eh bien, ce sont les grands-mères anarchistes qui s'en emparent et qui en ont fait un jardin communautaire. Et les enfants rentrent de l'école, ils aident leur grand-mère à porter les choses en faisant aussi leur travail. Et ça fait des années que ça perdure. Voilà, les jardins communautaires et les fermes urbaines à Taipei. Voilà la carte de l'acupuncture urbaine. Ça n'est pas une invention à nous, ça n'est pas une théorie universitaire, c'est ce que font les gens concrètement. Avec des interventions ponctuelles, eh bien, ils affinent et orientent constamment la ville vers ce qui est organique. Et ça, c'est un peu lié aussi aux villes de la 3e génération. 7 millions de personnes ici dans le bassin de Taipei. Voilà comment la ville officielle traite la nature. Entre eux, vous voyez, le fleuve, la nature et la ville, eh bien, il y a ces murs de béton. Et donc, en période de cyclone, de typhon, il y a les crues, mais la ville mécanique ne peut pas faire face à la crue. Donc, il y a cette séparation qui a été érigée entre la nature d'un côté et les gens de l'autre. Alors, quelques thématiques de l'Académie des ruines, de l'architecture précaire, l'acupuncture urbaine, l'urbanisme fluvial, le nomadisme urbain, la machine organique et l'urbanisme parasite sur la base de phénomènes existants du savoir local. Alors, nous avons aussi établi cette académie à Taïwan. Vous voyez des photos, vous voyez là une usine à sucre abandonnée japonaise. Et à l'intérieur, c'est toute une jungle qui pousse. En supprimant certains éléments du toit, on permet à la pluie de pénétrer à l'intérieur et puis il y a du sol qui a été apporté pour favoriser aussi la circulation de l'eau avec aussi des experts en horticulture et bientôt cette machine va devenir une jungle. Mais à l'intérieur de cette jungle, on organise des ateliers, des studios pour les universités de Taïwan. La machine organique. Des ouvertures dans le toit. Des bénévoles. Et puis les insectes, l'architecture insecte, en quelques mots. Ça vient de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Comme nous le savons tous, il y a des millions de personnes qui passent des campagnes vers les villes en Chine. Et ils viennent de la campagne, donc ils ont un savoir local et une grande variété de savoir local arrive désormais dans les villes. Pourtant, on ne réussit pas à interpréter ce savoir et ce savoir disparaît. À Shenzhen, je demandais donc, en fait, dans un camp de travailleurs migrants, de quoi vous avez besoin?
Et ils ont répondu, eh bien, on a besoin d'un espace public, une sorte de club social, enfin un endroit où on pourrait chanter du karaoké, passer du temps ensemble. Et ce sont ceux qui construisent ces grands immeubles. Alors je leur ai demandé d'où ils venaient, et ils venaient de la province de Guangxi. Et je leur ai demandé, eh bien, c'est quoi votre savoir local? Qu'est-ce que vous savez? Eh bien, ils m'ont dit, nous, on sait tout ce qui concerne les bambous. Alors, j'aurais dit, très bien, on va ramasser des bambous et puis on va improviser une sorte de cocon. C'était fantastique de suivre cette expérience. Lorsqu'on laissait le savoir local s'exprimer, il n'y avait pas un seul clou, il n'y avait rien, seulement du bambou. Et avec un microclimat à l'intérieur tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une architecture très faible. Pourtant, elle est tellement solide que lorsqu'on est à l'intérieur, la ville tout autour disparaît. Et elle est très, très légère. Un minimum d'effort. Vous voyez, la nuit, on rajoute juste un éclairage qu'on utilise normalement pour les constructions et ça devient une boîte de nuit. Et il y avait beaucoup de poussière, de terre accumulée contre les murs. J'ai demandé, mais à quoi ça sert? Ils m'ont dit, tu vas voir. Et j'ai demandé, c'était à cause des arches qu'il fallait peut-être un poids pour que ça ne casse pas. Ils m'ont dit, non, non, mais tu vas voir. Bien. Lazy architecture. Une architecture paresseuse. Shenzhen Biennale. Shenzhen. Migrating workers, bosses. Les travailleurs migrants. Things are cooking, karaoke. Le karaoké, on prépare la cuisine. Et c'est pour ça qu'il fallait accumuler cette terre autour, parce que au tout début, lorsqu'ils construisaient cette architecture organique, dès le début, d'emblée, dès la première étape, ils avaient cette optique naturelle. La nature était co-architecte. Ils n'essayaient même pas de faire la finition du bâtiment, puisque la nature allait s'en charger. Et ils ajustaient simplement la structure pour que ces plantes puissent pousser et s'accrocher. Un autre bâtiment sur la plage. Et là, les matériaux sont différents. Il s'agit de saules. Là aussi, c'est un savoir local. Sur ces plages, on utilise le saule pour diriger le mouvement des dunes, pour que les dunes ne rentrent pas dans les villes. Et cette structure en osier est utilisée aussi en Hollande, par exemple. Ça, c'est en Belgique. Enfin, on voit vraiment un savoir local, mais pas de la même façon. 50 mètres de long, 12 mètres de haut, 12 mètres de large. Pas un seul clou, rien. Simplement, on répète le même mouvement constamment, comme des insectes. On peut rentrer dedans. Il n'y a pas de fonction. C'est juste un espace. Les gens les utilisent pour de nombreuses choses. On s'y marie. On appelle ça la cathédrale. Et par ailleurs, on a creusé de 2 mètres dans le sable. Comme ça, on a un espace tridimensionnel. L'architecture faible. Ça, c'est notre bureau. C'est plus un cirque qu'un studio d'architecte.
On adore faire les dessins, les plans, mais la vraie récompense, c'est le site de construction. Et ces sites, eh bien, on les a dans différents pays. Et voilà comment on s'envole ensemble, un cirque architectural. Voilà les ruines que nous avons conçues et construites à Taïwan, Ultra Ruin, c'est leur nom. C'était une grande ferme abandonnée et on a créé une nouvelle structure en bois qui peut croître à partir de cette ossature dans la jungle. Voilà l'entrée avec la cour centrale. La structure, elle a été élaborée aussi avec les constructeurs de temples. La cheminée. Une grande table pour manger ou autre. Et vous voyez, la jungle commence tout de suite. Des petits détails simples. La baignoire et la cheminée. La lune pour la mère. L'architecture faible, une fois encore, ces murs sont semi-transparents pour l'essentiel. Et puis la jungle qui pousse à l'intérieur du bâtiment. Tous les toits sont des terrasses utilisées pour la méditation. Et vous voyez la jungle qui pousse, qui rentre. Le toit de la cuisine. La cuisine à l'intérieur. L'escalier qui relie les différents niveaux. Et la nature qui pousse. Un sauna. Une piscine. Une petite tour pour la méditation. C'est le dernier projet que je vous montre maintenant. Paracity. C'est donc l'administration de la ville de Taipei qui est le client qui voulait qu'on construise un nouveau type de ville pour la zone inondable auprès de la rivière de Nanshu. On nous a donné une île d'1 kilomètre de long et 300 mètres de large. Et au moment des typhons, eh bien, l'île disparaît. Ils veulent donc une ville qui pourrait s'auto-construire et qui pourrait supporter ces crues, ces inondations. Voilà l'île. Entre 15 000 et 25 000 personnes qui pourraient y habiter. Mais là, on utilise toute la recherche que nous avons menée à Taipei. On respecte ces installations précaires, le savoir local. Donc on a simplement construit la structure primaire, l'ossature, mais on ne termine pas la ville, seulement la structure primaire. Et puis les gens vont commencer à construire leur maison. Donc c'est un espace tridimensionnel. Voilà l'unité de base. En base,
en bois laminé, en ossature en lamelé collé. Et on peut donc commencer à construire sur cette base. Vous avez ces boîtes qui ne brûlent pas, qui ont une très bonne résistance au séisme, et vous les empilez les unes sur les autres, ou vous les mettez côte à côte, et ça devient une structure en bois primaire pour une ville. Le deuxième site pour nous, au nord de Fukushima, pour la reconstruction après le tsunami. Structure primaire à l'intérieur, et puis les gens vont terminer cela d'une façon ou d'une autre. Si c'était en France, ça ressemblerait à quelque chose de totalement différent. C'est toujours spécifique par site. Nous, nous donnons simplement l'ossature de base. Voilà l'île. Tous les toits sont cultivés. Voilà des photos de la maquette. L'eau, donc, qui viendrait d'une rivière polluée, elle serait purifiée, pompée vers les toits où on a les jardins, et la gravité l'amènerait en bas, comme à Treasure Hill. Une machine organique. La structure primaire à l'intérieur, et tout est cultivé comme une mangrove humaine. Voilà le scénario en cas de montée des eaux. Donc le premier niveau de 6 mètres cubes reste vide. Les gens l'utilisent pour leurs activités, le tai chi, pour réparer des bateaux, etc. Et lorsque les inondations arrivent, lorsque l'eau monte, eh bien Paracity est là, posé sur l'eau. Ça, c'était le mur. Et à un moment ou à un autre, on espère arriver à une masse critique de sorte que Paracity pourra dépasser ce mur et se reconnecter à la ville industrielle. Et reconnecter ainsi cette ville industrielle à la vraie nature. Donc on a besoin d'un nouvel élément entre les deux, un médiateur. Et on espère que ce sera comme un cancer positif qui commencerait à partir de l'île et puis qui s'étendrait pour atteindre Taipei. C'est un parasite, donc il y a une technologie modulaire à l'intérieur, ainsi il peut recevoir les déchets de la ville extérieures, environnantes, les traiter, ces déchets, pour en faire des ressources. Voilà le cube, avec par ailleurs des connecteurs en bois aussi. Et il faut 1h30 à peu près pour en assembler un. On peut le désassembler, le démanteler, le remettre dans un conteneur et le renvoyer. Voilà, une vraie tentative de s'orienter vers une ville de la 3e génération. Marlon. Merci.